Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui je te propose un épisode qui me semble essentiel. Je reçois Erika, que tu connais peut-être sous le nom Inspire & Clean. Erika, elle accompagne des personnes dans leur parcours de guérison intérieure, stress, trauma, surcharge émotionnelle, tout ce qu'on traîne parfois sans vraiment y prêter attention et qui peut pourtant peser dans notre quotidien de maman. Je le dis souvent dans mes accompagnements, le sommeil de ton bébé ou enfant ne dépend pas que de lui. Il dépend aussi de toi, de ton état intérieur, de ce que tu traverses. Et pourtant, Erika le confirmera, très peu de mamans font la démarche de se faire accompagner. Pas par manque d'envie souvent, mais parce qu'on pense ne pas avoir le temps, pas le droit ou parce que ce n'est pas prioritaire. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça pour que tu puisses peut-être toi aussi t'autoriser à prendre soin de toi, pas quand il sera trop tard, mais maintenant. Bonjour Erika. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi, merci à toi. C'est une bonne occasion d'échanger sur ce sujet assez pertinent, d'effectivement de prendre le temps pour soi, de s'autoriser à penser à soi. Exactement. Erika, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à accompagner les parents ou plus largement les personnes sur cette dimension émotionnelle et intérieure ? Donc moi je suis Erika. Je suis maman solo de 3 enfants entre 10 et 18 ans, donc ils sont déjà un peu grands quand même. Et je suis coach spécialisée en santé mentale et praticienne en libération émotionnelle. Ce qui m'a aidée à travailler avec les parents, c'est déjà c'est mon propre vécu, hein, parce que moi aussi j'ai eu des enfants, mes 2 premiers ont 15 mois d'écart, donc c'était assez Sport. Sport, voilà. Donc il y a mon vécu, il y a mon cheminement aussi, qui m'a fait prendre conscience que la relation qu'on peut entretenir avec soi influence énormément notre relation avec les autres, donc en particulier avec nos enfants forcément, mais ça a un impact énorme et forcément mon grand a 18 ans, donc au fil des années j'ai travaillé sur moi. Ils m'ont fait tous un peu, on voit nos enfants sont un peu nos miroirs, ils nous font travailler sur ce dont on a besoin. Avec eux j'ai forcément travaillé énormément sur moi. Et quand j'accompagne les parents, c'est souvent parce que leurs émotions, leurs peurs ou leurs angoisses impactent énormément leur capacité à être serein, à être disponible, à être dans une relation saine avec leurs enfants. Et l'objectif, en tout cas de mon travail, c'est de leur permettre de se reconnecter à leur propre équilibre émotionnel, d'apaiser ce qui est en insécurité chez eux, pour pouvoir offrir à leurs enfants un environnement qui, lui, sera aussi plus sécurisant. Oui, parce que les enfants ressentent tout ça, de toute façon, même si on essaye de leur cacher. Alors, donc, tu accompagnes beaucoup d'adultes, mais finalement, assez peu de mamans. C'est plus souvent des adultes qui sont soit sans enfants, soit qui ont des enfants qui ne sont en tout cas pas en bas âge. De ce que j'ai cru comprendre, tu vas me le confirmer ou pas. Est-ce que, en tout cas, si c'est le cas, est-ce que tu sais pourquoi? Et qu'est-ce qui, d'après toi, empêche encore tant de mères de prendre ce temps, du coup, pour elles, dont elles auraient finalement, elles aussi, besoin, autant que les autres, voire plus? Ouais. Non, effectivement, il y a beaucoup de mamans qui franchissent le pas de prendre du temps pour elles. Je vois principalement 3 raisons, même si on a probablement d'autres, hein, chacun est différent. Mais il y a déjà le côté culturel, en fait. Parce que on doit être des super mamans. On doit toujours, tu sais, on doit gérer tout, le boulot, le mari, les enfants. Et en tout dernier, quand il reste du temps, quand c'est possible, on pense à soi. Donc, autant dire que c'est très rare, surtout avec des enfants. Il y a aussi la culpabilité. Parce qu'on se dit, ouais, mais si je demande de l'aide, c'est que je suis pas à la hauteur, c'est que je suis pas une bonne mère, c'est que j'assure pas comme il faut, c'est que je suis pas normale. Et en fait, c'est bête, mais c'est des choses qu'elles se disent, mais que
en final, on se dit toutes, c'est pas parce que c'est normal que c'est acceptable. La nuance est là, en fait. Et on se dit souvent que le fait de prendre soin de soi, c'est un luxe, en fait. Que ça peut être une marque d'égoïsme. Il y a aussi cette notion de se dire qu'on le mérite pas. Enfin, il y a énormément de croyances comme ça qui sont ancrées et qu'il faut déconstruire parce que au final, enfin, je vois les enfants grandissent, on se retrouve avec des regrets. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, surtout avec ma deuxième avec qui c'était très compliqué. Euh, Elle m'a fait énormément travailler sur moi. Ça a été très compliqué avec elle pendant 13 ans. Mais je me dis, si j'avais fait la démarche avant, enfin, notre vie, notre relation n'aurait pas du tout été la même. Et c'est dommage, enfin, c'est triste. Enfin, voilà. C'est un petit regret quand même que j'ai, même si je savais pas à l'époque, je connaissais pas tout ça. Bah oui, c'est ça. Ce que tu me dis, ça me fait penser à des choses que j'entends souvent, moi, dans les moments que je partage avec les familles en accompagnement. J'entends souvent quand je les questionne sur la question de est-ce qu'elles sont de tempérament stressé, anxieuses, est-ce que voilà. En gros, j'essaye de savoir un peu si s'est passé des choses traumatisantes ou non dans leur vie, tout ce genre de sujets-là. Les réponses que j'ai souvent, c'est oui, oui, je suis comme ça, mais bon, de toute façon, j'ai toujours été comme ça, c'est comme ça, il faut que je fasse avec. En gros, ça changera pas, je suis comme ça. Et je trouve que c'est difficile de faire entendre qu'il y a des solutions. C'est pas parce qu'on a l'impression que depuis la tendre enfance, on est ultra anxieux qu'en fait, on ne peut rien y faire. En tout cas, j'en suis convaincue puisque j'ai déjà envoyé plusieurs personnes travailler avec toi et j'ai bien vu les résultats pour des personnes qui pourtant me disaient être comme ça depuis toujours. Donc, je suppose que tu confirmes. Je pensais à une en particulier avec qui on a travaillé et qui m'avait dit, oui, mais j'ai toujours été comme ça peut pas changer, c'est ma nature. Non, non, c'est pas ta nature. T'as appris à te protéger, à fonctionner comme ça parce que c'est les connaissances que tu avais à ce moment-là, c'est la façon que toi tu as trouvé pour tenir, mais c'est pas quelque chose qui est figé et qui est immuable en fait. Clairement pas, non. Non. On parle de plus en plus du stress parental, mais finalement pas toujours de ses répercussions. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer en quoi ce stress, qui du coup est non régulé quand on n'en prend pas soin, peut venir impacter les enfants et, comme c'est mon domaine, parfois leur sommeil? Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais les enfants, c'est des éponges. Ça, on le sait, c'est même plus un secret, en fait. Ils vont capter tout ce qui n'a pas été dit, ils vont interpréter. Alors, bien sûr, c'est inconscient, ils mettent pas des mots dessus. Mais s'ils ressentent qu'un adulte va être stressé ou angoissé, il va peut-être se dire « Oh là là, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, ou on m'aime plus, enfin, ou s'imaginer des gros problèmes alors que peut-être c'est juste, enfin, je sais pas, il faut réparer la voiture, je suis en train de penser à ça, je suis stressée, enfin voilà. Et ils ressentent, ouais, énormément les émotions des adultes. Alors, si les parents vont être en permanence dans un état de stress, d'anxiété, de tension, ça va forcément affecter les enfants. Et ça peut dérégler le sommeil de l'enfant de différentes façons. De toute façon, ça va être par l'imitation. Les enfants, c'est des miroirs. Et les parents aussi. Enfin, c'est dans une relation, quelle que soit la relation, de toute façon, il y a cet effet miroir. Si le parent, il n'arrive pas à réguler ses émotions, comment l'enfant peut trouver le moyen de réguler les siennes? Il peut trouver des moyens, mais ça va pas forcément être les bons. Ça va être efficace sur le moment, comme par exemple des personnes qui vont être très stressées, angoissées, à tout anticiper. Mais c'est pas forcément les meilleurs moyens. Il y a l'inquiétude aussi et la peur, dans le sens où si les enfants ressentent une insécurité émotionnelle, il va y avoir des peurs nocturnes. Il va y avoir de l'agitation au moment de la séparation de la nuit. Ça, je pense que tu le vois très bien dans tes accompagnements. C'est hyper fréquent. Franchement, je crois que c'est le point sur lequel j'ai le plus tendance à être obligée de travailler et celui sur lequel les gens s'attendent pas à ce qu'on ait besoin de travailler là-dessus parce que justement, on n'en prend pas forcément conscience. Non, bah non, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit que ça va pas, mais... Alors, il y a une part de je comprends pas pourquoi, et il y a aussi une petite part qui est très souvent bien derrière, c'est j'ai pas envie de comprendre pourquoi aussi. Il y a un petit peu ça. C'est si je travaille dessus, on va se rendre compte que c'est de ma faute. Et là, ça veut dire que je me remets en question. C'est ça. Moi, je dis toujours que c'est pas
de notre faute. Si on a vécu des choses dans notre vie, subi tout un tas d'événements qui font que on a éventuellement chez nous justement un stress non régulé, un trauma non réglé. C'est pas notre faute, certes, c'est ce qui se passe chez nous qui a un impact direct sur notre enfant, mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser. Au contraire, c'est une bonne excuse pour venir prendre soin de soi tout en prenant soin de son enfant, du coup. C'est ça, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque un merci. Enfin, moi, c'est presque un merci que je dirais à ma fille qui m'en a fait baver, parce que elle m'a permis d'aller chercher tout ce que j'avais enfoui, en fait. Il y a aussi cette idée de se dire, j'ai pas envie. Enfin, moi, mes parents m'ont pas donné les moyens d'apprendre à gérer tout ça. Mais moi, je veux pas que ça continue dans les générations. Moi, je veux pouvoir permettre à mes enfants de comprendre, de gérer, de réguler mes émotions pour qu'ensuite ce schéma familial s'arrête. C'est énorme de donner à son enfant les moyens de gérer ses émotions, d'être bien, de savoir les comprendre, de savoir les réguler. Les émotions, c'est un sujet énorme qui me passionne parce que C'est passionnant. c'est la clé de tout dans notre vie, de nos relations, de nos réussites, de tout, en fait. Et donc, pour moi, si on donne ça à son enfant, on a tout gagné, quoi, de Ouais. mon point de vue. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a justement tous ces bagages qu'on se traîne sans forcément trop les conscientiser, des traumas passés, même des fois légers ou qu'on n'a pas identifiés comme étant des traumas, mais qui finalement le sont, et qui peuvent ressurgir parfois dans notre façon d'être parent. Des fois, ça a été un peu en sommeil. Ça ne prenait pas autant de place dans notre vie, mais en étant parent, en étant submergé par 10 000 choses à gérer à la fois, ça vient prendre un peu plus de place. Et tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai une image qui m'est venue, j'aime beaucoup les métaphores. Et je me suis imaginé une métaphore qui pouvait, je pense, aller avec cette notion-là. C'est comme si, dans notre vie, parfois dans notre enfance ou plus tard dans notre vie, on était sur un vélo et puis on roulait sur un morceau de verre que quelqu'un d'autre avait cassé là. On roule sur un morceau de verre, on crève. En vrai, c'est pas notre faute si on a crevé, mais après on va devoir se débrouiller avec ce vélo crevé. Et en fait, on n'a pas à imposer à notre enfant d'avoir une maman sur un vélo crevé qui galère, qui va nous transmettre que dans la vie, il faut galérer avec un vélo crevé, tant pis. Et on a le droit de se dire, ben, c'est pas moi qui avais mis ce bout de verre par terre, j'ai roulé dessus, mais en fait maintenant je peux le réparer, je peux réparer cette roue crevée et avoir un vélo qui va bien fonctionner. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut se dire, ça sert à rien de culpabiliser, mais par contre, on peut faire quelque chose pour arranger cette situation qu'on n'avait pas souhaitée et qu'on n'avait pas initiée. Ah, j'aime beaucoup cette image. Ouais, c'est totalement ça. Écoute, je ne l'avais pas préparée, mais elle m'est venue quand tu en as parlé. D'un coup, j'ai Mais pensé à ça. c'est Et totalement honnêtement, ça, ouais. pourquoi j'y ai pensé? C'est parce que hier soir, j'ai crevé sans m'en apercevoir a priori. Parce qu'a priori, c'était Ah une oui. crevaison lente et que ce matin, quand mon chéri a voulu partir emmener les enfants à l'école Ouais. dans notre long tail, eh ben, il n'a pas pu. La roue était crevée. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, mais c'est ça. Bah, c'est ça, en fait, ouais. Si la roue Et est il a fallu crevée, tu trouver peux une pas autre les solution. emmener. C'est Tu ça. peux Il a pas fallu les trouver une autre emmener. solution Ouais. pour ce matin. Pas pratique, Ouais. mais pour autant, là, dans la journée, on a géré la situation parce que Ouais. justement, on peut pas rester comme ça. Et en fait, Hmm. et quand il s'agit d'un objet, on va s'occuper de le réparer, de le remplacer et tout ça. Et quand il s'agit de soi, eh ben, Ah bah, bizarrement, alors que c'est beaucoup plus important, on va pas toujours faire ce qu'il faut hmm. pour se réparer. Après, il y a ce côté d'immédiateté, de concret, en Oui. fait. Quand tu répares un vélo, c'est concret, tu le vois. Et c'est tout de suite. Quand tu te répares toi, alors tu le vois clairement, tu vois, il y a toujours un énorme avant-après, mais voilà, comme tu dis, c'est une crevaison lente, et ben là, c'est une réparation lente. Enfin, lente. Ça prend pas non plus des mois, en général, mais c'est moins palpable. Du coup, toi, tu dirais que ça peut ressurgir comment dans notre façon d'être parent, de d'avoir ces traumas ou cette anxiété latente qu'on a depuis toujours et qu'on n'a pas traité. En fait, les bagages émotionnels qu'on a, ils influencent sur nos comportements, quoi qu'on en dise. On n'a pas toujours conscience des traumas qu'on a,
Mais j'ai envie de dire, si on a des choses qui reviennent régulièrement dans l'esprit, qu'on ressasse, on ressasse certaines choses, certains moments de notre vie, si il y a l'émotion qui vient vite quand on parle de quelque chose, ça peut être des traumas ou en tout cas des choses qui n'ont pas été réglées, qui pèsent et qui ont un impact dans tous les cas sur notre vie. Parce que si on y pense régulièrement, si on est émotif dès qu'on en parle, je parle pas d'une joie intense, hein, là, je parle d'événements de notre vie. Ça vaut vraiment le coup de creuser un peu ce sujet et d'aller voir. Parce que, ouais, c'est pas toujours visible, c'est pas toujours conscient. Mais dans tous les cas, les blessures émotionnelles qu'on a ou qu'on pense avoir oubliées ou surmontées, elles influencent notre relation à nous-mêmes, à notre environnement, que ce soit par la transmission des peurs. Si tu as grandi dans un environnement où tu te sentais en insécurité, en tout cas en insécurité émotionnelle ou physique, les deux, tu peux projeter cette insécurité sur tes enfants. Par exemple, tu vas être hyper protecteur. Tu vas anticiper des scénarios catastrophes. Des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est ça, on va avoir dans notre comportement, on va mettre en place des choses en se disant, je vais surtout pas reproduire ce qui, moi, m'a fait vivre ces choses-là et ressentir tout ce que je ressens encore au fond de moi. Et du coup, on se retrouve à avoir des comportements un peu trop extrêmes qui sont pas forcément toujours souhaitables, qui vont là aussi amener finalement aussi du stress, de l'anxiété. Déjà, en fait, si t'as le parent qui est surprotecteur, déjà l'enfant, il va pas prendre confiance en lui. Il va se dire, la vie, c'est un danger. Enfin voilà, c'est plein de répercussions au fait auxquelles on pas et en tant que parent, on se dit juste non, mais je veux le protéger, je veux faire attention parce que je l'aime. Après, par exemple, avec un parent qui a été humilié, peut-être qui a vécu du harcèlement ou des choses comme ça, c'est pareil, il va chercher à réguler ce qu'il a vécu en essayant de contrôler aussi son enfant, que ce soit par le fait d'être hyper autoritaire, par le fait d'intimider son enfant, parce qu'il va vouloir réparer ce qu'il a vécu lui en se plaçant en position de supériorité, alors que toute sa vie, il a été en position d'infériorité, en tout cas de ce qu'on peut considérer comme ça. Enfin, ça va être plein de petites choses comme ça, en fait. Tu vois, des parents qui ont vécu des traumas ou des choses qui l'ont marqué, ils peuvent manquer de patience. Ils peuvent ne pas réussir à comprendre la détresse émotionnelle de leur enfant, ou en tout cas les émotions de leur enfant. Ils vont ressentir de la culpabilité. Ils vont douter de leur choix en tant que parents aussi. Avoir l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez tout court en fait. Oui. Et ces traumas-là, ils vont refaire surface à des moments précis de la parentalité. Ça va être quand l'enfant va traverser des étapes un peu compliquées, quand on doit prendre des décisions pour lui aussi. Et là, on doute de soi, on se dit qu'est-ce qui est le mieux. Enfin, en fait, il y a 50 choses qui s'enchaînent dans le cerveau et tu dis qu'est-ce que je fais. Tu prends pas assez de recul et pas de manière assez, j'ai envie de dire équilibrée, c'est pas le mot, mais tu vois un peu... Rationnel. Voilà, rationnel, ouais. Et si dans les mamans qui nous écoutent là, il y en a qui se disent j'ai déjà tellement de choses à gérer que j'ai vraiment pas le temps de penser à moi. On l'a déjà évoqué tout à l'heure ce sujet-là, mais je voudrais savoir, celle qui pense ça là dans sa tête, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah déjà, je lui dirais que je comprends, hein, parce que on a toutes été plus ou moins dans ce même cas. J'aurais envie de lui demander quel événement pourrait lui faire prendre cette décision. Qu'est-ce qui pourrait arriver? À quel point ça devrait être grave ou important pour prendre cette décision? Parce que souvent, on attend ça, en fait. On attend quelque chose pas de catastrophique, mais presque. On attend de plus en pouvoir, on attend d'être au pied du mur, on attend d'être à deux doigts de tout lâcher. On attend d'avoir perdu le couple aussi, parce que ça arrive, hein, faut pas se leurrer. Est-ce qu'il faut qu'elle en arrive là ou est-ce qu'elle peut l'éviter en agissant tout de suite? C'est ça, en anticipant. En anticipant. Parce que, comme on l'a déjà dit, c'est pas bénéfique que pour la maman, c'est bénéfique pour le papa, ou inversement, hein. Voilà. Si c'est le papa pour toute la famille en voilà. tout cas, c'est bénéfique pour la pour famille, toute la pour la construction de l'enfant, pour les générations futures aussi. En fait, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Je suis d'accord. Et finalement, c'est important de se dire que se mettre en priorité,
c'est pas être égoïste, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Finalement, c'est normal et c'est ce qu'il faut faire pour réussir à justement être quelqu'un de prêt à avoir de bonnes relations dans le couple, à bien s'occuper de son enfant. Et finalement, c'est du coup hyper important. Et ça devrait être à toute notre priorité, mais on a toujours l'impression que c'est pas le cas. Bah, c'est ça. Après, j'ai pas envie de dire de mettre ça comme une injonction. J'ai pas envie de présenter Non, ça bien comme une sûr. injonction, mais c'est vrai que, ouais, c'est quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est de régler tout ce qui est matériel, voilà, d'acheter un lit à 400 euros, ou voilà, ou est-ce que c'est de, enfin, voilà, c'est une question vraiment de priorité. C'est chacun fait ses choix après en toute conscience. Ouais, tout à fait. Et justement, toi, Erika, tu fais partie des personnes qui peuvent aider à améliorer tout ça. Tu proposes plusieurs approches douces, différentes offres. Est-ce que tu peux nous donner une idée un peu plus concrète de ce que tu proposes et de à qui ça s'adresse aujourd'hui? Je commence toujours par une séance diagnostique. L'idée, c'est de tout mettre à plat, de faire le point sur ce qui est lourd, sur ce qui est difficile pour la maman, pour le papa, enfin, voilà. De ce dont, on va dire la maman, parce que on va pas se leurrer, généralement, c'est les mamans, ce dont elle a besoin. Et ensuite, on voit ce qui est nécessaire de mettre en place, donc soit seule, soit avec moi. Mais au moins, elle saura, en fait, on aura assez creusé. Alors, j'aime bien utiliser cette image de la pelote de laine. C'est que tu as une pelote de laine, tu tires le fil, tu vois des gros nœuds. Dans ces gros nœuds, enfin, ces gros nœuds, ils sont composés de plein de petits nœuds. Tu vois, parce que c'est des nœuds qui s'accumulent, ça fait des gros nœuds. Donc, la séance de diagnostic, elle permet de voir ces gros nœuds, peut-être ce dont elle a conscience, et de creuser pour comprendre quels sont les petits nœuds qu'il y a derrière. Donc, après, à la fin de la séance, elle sait, voilà, elle sait quels sont les nœuds, ce qu'il faut faire pour les débloquer. Donc, les nœuds, ça va être les traumas, ça va être les peurs, ça va être plein de choses. Les injonctions, les schémas, ça va être plein de choses. Et à partir de là, on voit si je peux l'aider ou pas déjà, parce que ça dépend de ce qui en ressort. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire, par quelle étape on passe, etc. Donc ça, c'est l'étape obligatoire parce que je peux pas prendre quelqu'un en accompagnement direct sans savoir tout ça à la base, si je peux l'aider ou pas, etc. L'accompagnement, ensuite, il se déroule sur plusieurs séances. Donc on va travailler des thématiques précises, la gestion des émotions, la libération des traumas s'il y en a, le fait de créer une relation plus saine, plus équilibrée avec soi, déjà, avant tout. C'est un peu cette idée du masque, hein, dans l'avion, on revient toujours à ça, mais si tu mets pas ton masque sur toi, tu peux pas, tu tombes dans les vapes avant d'aider les autres. Ah, voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment de travailler là-dessus pour que, pour qu'à la fin, elle se sente plus sereine, plus dispo pour ses enfants, moins angoissée, moins dans le contrôle aussi. Voilà, après, ça dépend vraiment de ce qu'amène la personne et de ce qu'il y a dessus, mais l'idée, bien évidemment, c'est qu'elle reparte avec ce qu'elle est venue chercher et que ça aille mieux dans sa vie. Super. Et on te trouve comment? Alors, moi, je suis principalement sur LinkedIn. Désolée pour les, les Instagram addicts, mais j'y suis sur le compte Inspire and Clean avec 2 E. J'ai un site web, bien sûr. Tu préfères qu'on t'écrive à quel endroit du coup? Si on veut prendre contact avec toi. Peu importe, mais c'est vrai que je vois moins les messages Insta, donc plutôt sur LinkedIn, c'est mieux. Ou par Ou mail. directement via ton site internet. Voilà. J'imagine Ouais. que tu as un formulaire de contact Oui. aussi. Oui, parce que j'ai D'accord. une séance express offerte de 20 minutes. Donc, D'accord. l'idéal, c'est de passer par là, comme ça, Directement, on a un oui. premier aperçu de ce qu'on peut faire, et puis on repart quand même avec quelque chose déjà en 20 minutes. Très bien. Bah, écoute, je pourrais mettre le lien de cette séance express peut-être. Comme ça, les gens peuvent Ouais. directement réserver une séance express avec toi et avoir ce premier contact pour voir ce que tu peux leur apporter. Il n'y a pas d'engagement, encore une fois, c'est pas un Oui, truc où je vais courir après bien pour sûr. vendre absolument, c'est pas le but. C'est de Oui, j'imagine découvrir. bien. Oui. Bon, pour terminer cet épisode, Erika, est-ce que
t'aurais un message, t'en as fait passer déjà plein évidemment, mais est-ce que t'aurais un dernier message que tu aimerais faire passer à la maman qui écoute ce podcast et qui sent qu'elle aurait en fait vraiment besoin de souffler un peu ou peut-être même c'est ça. beaucoup? Bah oui, j'aimerais dire que c'est normal de ressentir le besoin de souffler, que c'est pas de nous, en fait, ça fait pas de nous une mauvaise mère ou une mauvaise personne ou une mauvaise épouse ou que sais-je. Personne ne peut porter en permanence tout sur les épaules sans en ressentir les conséquences à un moment donné. Que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau du moral, de tout ce qu'on veut, c'est impossible. Donc il n'y a aucune honte à s'arrêter pour respirer, se recentrer, prendre soin de soi. Au contraire, je trouve même que ça demande du courage parce qu'on doit dépasser des injonctions, des idéaux pour le faire et c'est quand même déjà une marque de force, je trouve. Se reconnecter à soi, poser ses limites, gérer ses émotions. Ça permet non seulement de se retrouver, mais aussi, voilà, comme ce que tu fais, de donner à sa famille un cadre plus serein, en fait. Donc voilà, on est juste humain, c'est tout. C'est ça. Et il n'y a aucune honte à l'être, du coup. Bah non. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Bon, écoute, merci Erika. Merci beaucoup pour ta douceur, pour ton regard si juste sur ce qu'on vit en tant que maman. Moi, ce que j'espère que tu retiendras de cet épisode, c'est que tu as le droit d'aller bien, tu as le droit d'être soutenu, d'être écouté, d'être aidé. Tu as le droit de prendre soin de toi, même si tu as 1000 choses à gérer, et surtout dans ces moments-là finalement. Je te mets les liens pour retrouver Erika si tu veux en savoir plus sur ce qu'elle propose. Je te dis à bientôt. Au revoir Erika et merci encore. Au revoir Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.